Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, toujours concernant l'enzymologie. La fois passée, nous avons vu ensemble la première partie de ce cours-là et qui était dédiée à la structure des enzymes, leur classification, leur nomenclature et ainsi que les modes de régulation enzymatique. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la cinétique micalienne ou bien la cinétique enzymatique à un substrat. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la cinétique enzymatique ou bien l'étude de la cinétique enzymatique? C'est tout simplement l'étude de la vitesse des réactions enzymatiques et leur modification en fonction des conditions expérimentales dans lesquelles se déroule cette réaction enzymatique, à savoir la température, le pH et les concentrations des différents réactants et les produits de cette réaction-là. Le but de cette étude-là, c'est de modéliser l'activité des enzymes afin de maîtriser leurs applications dans les différents domaines, par exemple les analyses médicales ou bien les applications industrielles, de déterminer les équations de vitesse en fonction, par exemple, des concentrations des réactants et la concentration, par exemple, des enzymes ou bien des effecteurs enzymatiques. Aussi, le plus important, c'est de déterminer les paramètres cinétiques, les constantes catalytiques des enzymes, telles que le Km et la Vmax. Donc, on va voir ça par la suite. Donc, ces paramètres-là vont nous donner un reflet sur l'efficacité des enzymes. Et puis aussi, étudier les effecteurs enzymatiques, l'effet des effecteurs enzymatiques sur la réaction enzymatique, tels que les inhibiteurs ou bien les activateurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'avancer dans la cinétique enzymatique, il est nécessaire de comprendre certains prérequis essentiels. Le premier, c'est comment écrire une réaction chimique de manière générale. Donc ça, normalement, vous le savez déjà. Donc, une réaction chimique s'écrit toujours de cette manière-là. Donc vous avez d'un côté, donc à gauche, les réactifs, et de l'autre côté, à droite, les produits. Donc ici, les réactifs sont A et B, et les produits sont P et D. Vous avez aussi alpha, bêta, petit p, petit d, que représentent les coefficients stéchiométriques de la réaction. Voilà, donc A et B réactifs, alpha, bêta, petit p, petit d, ce sont les coefficients stéchiométriques, et P et D, ce sont les produits. Ok, toujours les réactifs à gauche et les produits à droite. Aussi, il faut savoir que chaque réaction réversible, ça veut dire qu'il peut se faire dans les deux sens, est caractérisée par une constante d'équilibre KEQ. Cette constante d'équilibre, elle est égale au rapport des concentrations des produits divisé par la concentration des réactifs. Chacun d'eux est élevé à la puissance qui correspond au coefficient stéchiométrique. Elle est égale aussi à petit k divisé par petit k de la réaction du sens inverse. Donc K1 ici, K-1. Donc K1, c'est la constante de vitesse dans ce sens-là, et K-1, c'est la constante de vitesse dans l'autre sens, ou bien le sens inverse. Ces K1 et K-1, ou bien qui sont dits constantes de vitesse, sont utilisées dans ce qui va suivre dans le calcul des vitesses de réaction dans le sens 1 ou bien dans le sens 2. Passons maintenant à la loi d'action de masse, qui est le deuxième prérequis nécessaire à maîtriser. La loi d'action de masse stipule que, à une température constante, la vitesse d'une réaction donnée est proportionnelle au produit des concentrations des réactants qui entrent en jeu, où chacun des réactifs est élevé à une puissance qui est égale à son coefficient stéchiométrique. Donc, je sais que vous n'avez pas compris, donc on va prendre un exemple. Si on a par exemple cette réaction-là, toute simple, vous avez 2A plus B, ça vous donne P. Ici, le coefficient stéchiométrique de A est égal à 2, et le coefficient stéchiométrique de B est égal à 1. La vitesse de cette réaction-là, dans ce sens-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à la constante de vitesse dans ce sens-là, fois A puissance 2, fois B. K, c'est la constante, comme je vous l'ai dit, de la vitesse de la réaction dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, la vitesse de cette réaction-là dépend des réactifs. Plus vous avez beaucoup de réactifs, plus ces réactifs-là sont susceptibles d'entrer en contact et d'entrer en collision, donc de vous faire la réaction. Donc tout simplement, la vitesse de la réaction dans ce sens-là dépend de la concentration des réactifs. Donc plus vous avez de réactifs, plus la réaction se fait plus vite. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux différentes phases d'une réaction enzymatique, donc on essaie un petit peu d'avancer dans la cinétique enzymatique. Donc tout d'abord, comment s'écrit une réaction enzymatique de manière générale? Donc une réaction enzymatique générale s'écrit de cette façon-là. Donc vous avez tout d'abord votre enzyme libre qui va s'associer au substrat et qui va vous former un complexe enzyme-substrat. Donc cette
réaction-là, elle-même, elle est réversible. Ça veut dire qu'à un certain moment, il va y avoir un état d'équilibre entre l'enzyme et le substrat et le complexe enzyme-substrat. C'est-à-dire que dans ce sens-là, vous avez une réaction, une vitesse, dont la constante de vitesse est égale à K1, et dans ce sens-là, vous avez une vitesse dans le sens inverse, dont la constante de vitesse est égale à K-1. Ensuite, ce complexe enzyme-substrat va se transformer, donc ici l'enzyme va transformer le substrat en un produit, puis le produit sera libéré. Donc ça veut dire que le complexe enzyme-substrat va vous donner par la suite enzyme libre plus le produit qui résulte de la transformation de substrat. Ici aussi, cette réaction-là, elle est réversible. Vous avez dans ce sens-là la vitesse dans le sens 1 avec la constante de vitesse K2, et dans le sens inverse, vous avez une constante de vitesse qui est K-2. Donc d'une manière générale, grosso modo, la vitesse d'une réaction enzymatique, ce n'est que la vitesse d'apparition du produit. Ça veut dire, d'une manière générale, la vitesse d'une réaction enzymatique, c'est la vitesse, ici, d'apparition du produit, dont la constante est égale à K2. Si on suit la loi d'action de masse, ça veut dire que la vitesse d'une réaction enzymatique est égale à la vitesse d'apparition du produit, et qui est égale à quoi? À K2, constante de vitesse dans ce sens-là, fois la concentration du complexe enzyme-substrat. Maintenant, si on va voir, on suit cette vitesse d'apparition du produit qui est égale à la vitesse de la réaction enzymatique, en fonction des différentes phases de la réaction enzymatique, on va voir qu'il existe 4 phases. La phase préstationnaire, la phase stationnaire, la phase post-stationnaire et un état d'équilibre. Donc, dans la phase préstationnaire, ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la formation du complexe enzyme-substrat. Donc, cette phase-là préstationnaire est très brève. Elle correspond à quoi? À la phase de formation du complexe enzyme-substrat, donc au tout début de la réaction enzymatique. Ici, donc, dans cette phase-là, le complexe enzyme-substrat va augmenter, donc la concentration du complexe enzyme-substrat va augmenter, et en augmentant, ce complexe enzyme-substrat va commencer à vous donner du produit, donc la vitesse de la réaction va aussi augmenter. Ensuite, dans la phase stationnaire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un état d'équilibre dans la formation du complexe enzyme-substrat. Donc, comme si ce qui va se former du complexe enzyme-substrat, aussitôt va être transformé en un produit. Donc, comme si la concentration du complexe enzyme-substrat, elle était constante. Donc, on est arrivé à un état d'équilibre de cette réaction-là. Donc, les molécules d'enzyme captent assez de molécules de substrat. Donc, on arrive à un certain état d'équilibre dans la première réaction. Et la vitesse de la réaction, ici, plus que le complexe enzyme-substrat est constant, donc l'apparition du produit va être aussi constante. Donc, la vitesse d'apparition du produit va être constante, ce qui veut dire que la vitesse de la réaction enzymatique, elle est constante. Et elle est aussi maximale. Ça veut dire que, ici, la vitesse de la phase stationnaire, c'est la plus grande des différentes phases, des 4 phases de la réaction enzymatique. Très bien. Aussi, dans cette phase, la concentration du substrat reste encore beaucoup plus grande que la concentration du produit. Ça veut dire que le produit ici, à ce niveau-là, n'a pas encore d'effet retour. Cette vitesse-là de la phase stationnaire, elle est appelée vitesse initiale. Donc, il faut se souvenir de cette vitesse initiale-là, parce que tout ce qui va suivre par la suite va se baser sur la vitesse initiale. Donc, l'étude de la cinétique enzymatique se fait au cours de la phase stationnaire. Donc, quand on va parler de la cinétique enzymatique ou bien de l'étude de la vitesse de la réaction enzymatique, on va étudier en réalité la vitesse initiale qui correspond à la phase stationnaire. Par la suite, nous arrivons à la phase post-stationnaire qui correspond à la phase d'effet du produit. En effet, au cours de cette phase, il va y avoir la concentration du substrat qui va commencer à s'épuiser et la concentration du produit qui va commencer à augmenter. Et de ce fait-là, donc la réaction inverse ici va commencer à se faire et il y aura une diminution de la vitesse d'apparition du produit. Donc dans cette phase-là, il y aura une diminution de la vitesse d'apparition du produit, donc de la vitesse de la réaction enzymatique. À un certain moment, la réaction enzymatique va atteindre un état d'équilibre où la vitesse d'apparition du produit va être égale à la vitesse du sens inverse, donc de la disparition du produit et la reformation du complexe ES. À ce moment-là, on va dire que nous avons atteint un état d'équilibre et la vitesse ici de la réaction enzymatique sera égale à 0. Donc voilà, si on essaie de récapituler un petit peu et de schématiser sur une courbe qui représente la concentration du produit en fonction du temps, nous avons ici passé de la même manière par 4 étapes. Donc de la phase préstationnaire, vous voyez ici, durant cette phase préstationnaire, il y aura une augmentation du complexe enzyme-substrat et en même temps,
apparition du produit, commencement d'apparition du produit. Donc ici, la vitesse de la réaction va augmenter. Ensuite, dans la phase stationnaire, le complexe enzyme-substrat va être stable et il y aura apparition du produit d'une manière constante. Donc ici, la vitesse de la réaction, elle est constante, ce qui veut dire que pour chaque unité de temps, vous avez la même concentration de produit qui est formée, et cette vitesse-là est dite vitesse initiale. Dans la phase post-stationnaire, ici, il y a l'effet du produit, et vous voyez que la concentration du produit augmente tout de même, mais elle augmente avec une vitesse qui est moindre que celle-ci. Donc ici, il y a une diminution de la vitesse de la réaction enzymatique. Par la suite, quand nous atteindrons un état d'équilibre, la vitesse sera égale à 0, et ici, la concentration de produit n'augmente pas. Donc vous voyez que cette phase-là, qui est la phase stationnaire, où la vitesse correspond à la vitesse initiale, c'est la phase qui est la plus importante, parce que toute l'étude de la cinétique enzymatique va se faire sur cette vitesse initiale-là. Et cette vitesse initiale-là, dans la phase stationnaire, elle est constante et elle est maximale. Ça veut dire que c'est la vitesse qui est la plus grande de toutes les autres phases. Maintenant, on va essayer de voir l'influence de certains paramètres sur la cinétique enzymatique, ou bien on va essayer de voir qu'est-ce qui va modifier la vitesse initiale de la phase stationnaire. La première des choses, la première expérience qu'on va faire, c'est de voir la concentration en enzyme. Est-ce qu'en augmentant la concentration en enzyme, est-ce que la vitesse initiale de la réaction enzymatique augmente ou pas? Donc, en d'autres termes, on va vérifier l'influence de la concentration en enzyme sur la vitesse initiale. Donc, on va faire tout simplement une expérience. Donc, dans les mêmes conditions, donc dans la phase initiale, c'est-à-dire dans la phase stationnaire, à température et à pH optimaux, on va mettre la même enzyme dans les mêmes conditions, dans les mêmes concentrations en substrat, et on va essayer de mesurer la vitesse initiale de la réaction en fonction des concentrations croissantes en enzyme. Donc on va essayer d'augmenter la concentration en enzyme, qui est responsable de la réaction, et on va mesurer la vitesse initiale. On va voir si elle va être modifiée ou pas. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que, en fonction de la concentration en enzyme, la vitesse initiale va être augmentée d'une manière proportionnelle. Donc plus nous avons de l'enzyme, plus la vitesse initiale est augmentée. Donc la relation, c'est une droite, donc c'est une proportionnalité qui est parfaite. Donc plus on augmente l'enzyme, plus la vitesse initiale est augmentée. Voilà ici, si on voit un petit peu la concentration en produit en fonction du temps, dans des trois conditions de concentration en enzyme croissante. Donc V1, c'est la concentration en enzyme qui est la plus faible, V2, la concentration en enzyme intermédiaire, et V3, la concentration en enzyme qui est la plus importante. Vous voyez que ici, la vitesse initiale augmente, donc la concentration maximale en produit va être atteinte plus rapidement lorsque nous avons beaucoup d'enzymes. Donc ce qui est important à tenir dans cette diapositive, c'est qu'il y a une certaine proportionnalité entre la concentration en enzyme et la vitesse initiale de la réaction. Plus on augmente l'enzyme, plus la vitesse initiale de la même enzyme augmente. Il faut savoir que cette relation-là, elle est utilisée en pratique pour le dosage au laboratoire, donc le dosage clinique ou bien biochimique, par exemple le dosage des transaminases, donc des analyses médicales. Donc les transaminases, les azatélalates, sont mesurées avec ce principe-là. Donc on va avoir un reflet sur la concentration en enzyme en fonction de leur vitesse initiale. Donc en réalité, lorsqu'on dose les transaminases, on ne va pas doser un dosage massique, donc on ne va pas exprimer la concentration en grammes par litre ou bien en milligrammes par litre, mais plutôt en activité enzymatique, ça veut dire en vitesse initiale. Donc, et cette vitesse initiale va nous donner un reflet sur la concentration de ces enzymes dans le sang du patient. Donc si on a une vitesse initiale qui est très élevée, ça veut dire que dans le sang du patient, nous avons beaucoup de transaminases. Et inversement, si on a une vitesse initiale qui est faible, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de transaminases. On va parler ici de vitesse initiale, donc on va doser, on va mesurer la vitesse initiale et on mesure donc la vitesse catalytique ou bien l'activité enzymatique. Donc on parle soit de vitesse initiale, soit d'activité enzymatique qui va nous donner un reflet sur la concentration en enzyme dans le sang. Deuxièmement, donc, ce qu'on vient de voir, c'est l'influence de la concentration en enzyme dans la vitesse initiale. Maintenant, on va voir l'influence de la concentration en substrat sur la vitesse initiale. Et ça, c'est l'équation de Michaelis-Menten. Donc, les deux savants, Michaelis et Menten, ont pu justement découvrir ou bien créer
l'équation qui va lier la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. Donc les deux savants-là, ils ont mis en évidence, comme je vous ai dit, donc la cinétique enzymatique en phase stationnaire en fonction de la concentration en substrat. Donc tout simplement l'équation de la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. C'est ce qu'on appelle la cinétique michaélienne. Donc l'équation ou bien la modélisation de la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat, c'est la cinétique michaélienne. Les deux savants, après cela, donc après avoir déterminé donc, cette équation-là, ils ont pu, à partir de l'équation, ils ont pu déterminer deux constantes catalytiques qui sont l'affinité, ou bien le Km, et l'efficacité, ou bien la Vmax. Donc il faut savoir que ces deux individus-là, ces deux personnes-là, ils ont pu faire tout cela en procédant à des simplifications, ou bien en émettant des hypothèses de simplification. La première hypothèse de simplification qu'ils ont émise, c'est que les mesures soient faites toutes en phase stationnaire. Donc, on mesure, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vitesse initiale. Donc, toutes les études qui ont été menées au cours de la phase stationnaire. Ça veut dire que l'étude a été faite sur la vitesse initiale de l'enzyme. Deuxième hypothèse, c'est que, puisque l'étude se fait en phase stationnaire, la concentration du substrat est à peu près égale à la concentration de départ, donc la concentration initiale du substrat, et que le produit, puisqu'on est au début dans la phase stationnaire, le produit est à peu près égal à 0. Donc, il n'y a pas de réaction inverse. Donc, le produit retour, bien la réaction inverse qui, à partir du produit, vous donne le complexe enzyme-substrat, ne se fait pas. Pourquoi? Parce que ici, on suppose que le produit est égal à peu près à 0. La troisième hypothèse, c'est que le complexe enzyme-substrat, la concentration du complexe enzyme-substrat est constante. Ça veut dire que tout ce qui est transformé en produit, il est aussitôt reformé à partir du substrat. Donc, la concentration du complexe enzyme-substrat est constante. Donc, voilà. En faisant toutes ces hypothèses-là, donc on pourra supprimer la réaction inverse à partir du produit vers le complexe enzyme-substrat, puisque tout simplement la concentration de produit n'est pas importante pour pouvoir faire la réaction inverse. Et le complexe enzyme-substrat ici, il est constant. Ça veut dire que tout ce qui est transformé en enzyme-produit, il est reformé donc à partir de l'enzyme et substrat pour donner à nouveau le complexe enzyme-substrat. Donc voilà. À partir de ces hypothèses-là, Michaelis et Montagne ont pu déterminer la relation qui existe entre la vitesse initiale et la concentration en substrat. Donc ils ont remarqué que plus on augmente la concentration en substrat, plus la vitesse initiale augmente aussi. Arrivé à un certain moment, on atteint un plateau, donc l'augmentation du substrat n'aura aucune influence sur la vitesse initiale. Et à ce moment-là, nous aurons atteint ce qu'on appelle la vitesse maximale ou bien la Vmax. Donc ici, la Vmax représente le plateau à partir duquel la concentration en substrat n'aura aucune influence sur la vitesse initiale. Maintenant, si on prend cette vitesse maximale et on la divise en deux, ici, et on extrapole sur la courbe, cette courbe-là, on tombera sur une concentration en substrat qui représente le Km, ou bien la constante de Michaelis-Menten. Cette Km-là représente l'affinité de l'enzyme par rapport à son substrat. Nous allons voir cela par la suite. Aussi, chose importante à savoir, donc si on essaie un petit peu de voir la forme de la courbe qui représente la vitesse initiale par rapport au substrat, on distingue que c'est une forme qui est hyperbolique. Ça veut dire que la vitesse initiale en fonction du substrat nous donne une courbe hyperbolique. De l'autre côté ici, au lieu de mettre la vitesse initiale par rapport au temps, nous allons schématiser le produit obtenu, la concentration du produit obtenu en fonction du temps, dans trois conditions différentes en concentration de substrat. Donc ici, la première concentration la plus faible, la deuxième intermédiaire, et la troisième courbe, là où il y a beaucoup de substrat. Donc nous remarquons déjà que la concentration de produit atteinte dans les trois courbes, elle est croissante, et c'est ce qui est normal, parce que automatiquement, si vous mettez peu de substrat, vous allez obtenir à la fin de la réaction peu de produit, et plus vous augmentez le substrat au début, vous aurez du produit à la fin. Donc ici, la troisième courbe, c'est elle qui nous donne beaucoup plus de produits. Et on remarque aussi que la vitesse avec laquelle la concentration finale du produit est atteinte augmente en fonction de la concentration en substrat. Mais cette vitesse-là augmente jusqu'à un certain moment, jusqu'à une certaine limite de concentration S, ou à partir duquel il n'y aura plus d'augmentation de vitesse. À ce moment-là, nous aurons atteint la vitesse initiale qui est la vitesse maximale. Donc si on modélise un petit peu cette courbe hyperbolique, donc son équation en mathématiques, c'est celle-là. C'est l'équation donc de Michaelis-Menten. Cette équation-là nous donne la relation qui existe entre la vitesse initiale et la concentration en substrat. Donc la vitesse initiale est égale à la vitesse maximale fois la concentration en substrat divisée par le Km plus la concentration en substrat. Donc ici, nous dégageons
deux constantes catalytiques qui a la Vmax et le Km. Donc on va voir ici un petit peu ce que c'est chaque variable. Donc V, c'est la vitesse initiale, comme on le sait. La Vmax, c'est quoi? C'est la vitesse initiale maximale que peut atteindre une enzyme à une certaine limite de concentration en substrat. S, c'est la concentration en substrat. Km, c'est la constante de Michaelis. Concernant les unités, la vitesse initiale, c'est toujours en concentration par unité de temps. La vitesse maximale, puisque c'est une vitesse initiale aussi, donc concentration par rapport à une unité de temps. S, c'est une concentration. Et Km aussi, c'est une concentration, parce que nous avons dit Km, c'est la concentration en substrat qui va vous donner la moitié de la Vmax, donc c'est une concentration. Maintenant ici, nous pouvons déduire trois situations. Donc la première situation, lorsque la concentration en substrat elle est beaucoup plus inférieure que le Km. Donc à ce moment-là, si S est beaucoup plus petit par rapport au Km, on pourra l'ignorer ici et on aura à ce moment-là V initiale est égal à Vmax divisé par Km fois S. Donc voilà ici, vitesse initiale est égale à Vmax divisé par Km fois S. Et cette formule-là, elle est sous la forme de Y égale à AX plus B, donc c'est une droite. Et effectivement, si on vient ici tout au début de la courbe, lorsque les concentrations en substrat sont beaucoup plus inférieures au Km, donc ici, vous voyez qu'au début, la courbe a une forme de droite, dont la pente est égale à Vmax par Km. Deuxième situation, lorsque la concentration en substrat est égale au Km. Donc on remplace ici dans la formule. Donc V initial est égal à Vmax fois Km divisé par Km plus Km. Donc Vmax Km divisé par 2 Km. On enlève le Km, ça nous restera V initial est égal à Vmax divisé par 2. Donc ce que nous avons dit, Km représente la concentration en substrat lorsque la Vmax est divisée par 2. Troisième situation, lorsque la concentration des substrats est beaucoup plus élevée que le Km maintenant. Donc on va remplacer. Donc à ce moment-là, donc le Km sera négligeable par rapport au substrat. Et on aura Vmax fois S divisé par S, on enlève les S et ça va nous donner V initial est égal à Vmax. Donc voilà, ici, trois situations. Lorsque S est beaucoup plus petit que le Km, donc au tout début de la courbe a une forme de droite. Lorsque S est égal au Km, à ce moment-là, la vitesse initiale est égale à la vitesse maximale divisée par 2. Et lorsque S est supérieur au Km, beaucoup plus grand que le Km, à ce moment-là, la vitesse sera égale à vitesse maximale. Maintenant, on va voir un petit peu les constantes cinétiques d'une enzyme. Donc, nous avons dit qu'à partir de cette équation de Michaelis-Menten, on a dégagé deux constantes cinétiques qui sont la Vmax et le Km. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la vitesse initiale maximale? Donc, comme on le sait, la vitesse initiale maximale est atteinte lorsque l'enzyme est saturée, complètement saturée par le substrat. Ça veut dire que cette vitesse maximale est atteinte lorsque nous sommes dans un surplus ou bien en excès de substrat, et que l'enzyme est complètement saturée par le substrat. Ça veut dire que les sites catalytiques de l'enzyme sont complètement saturés par le substrat. La vitesse maximale, son unité, c'est quoi? C'est la concentration en fonction du temps. Elle peut être par exemple en millimol par seconde, en milligrammes par seconde, ou bien en unité internationale, ou bien en catal. Deuxième constante cinétique, c'est la constante de Michaelis-Menten, qui est le Km. Il faut savoir que chaque enzyme a son propre Km, et ce Km dépend du pH et de la température. Et l'unité du Km, puisque c'est une concentration de substrat, donc son unité, c'est quoi? Ça s'exprime en concentration, par exemple millimol par litre, milligrammes par litre, et ainsi de suite. Donc les valeurs du Km sont souvent proches des concentrations physiologiques du substrat in vivo, et elles se situent généralement entre 10 puissance moins 1 et 10 puissance moins 7. Donc ce Km, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime l'affinité de l'enzyme par rapport à son substrat. Et il est égal aussi, ça on le sait, à la concentration en substrat qui nous donne la moitié de la vitesse maximale. Donc ce Km, s'il est élevé, cela reflète que l'enzyme a une faible affinité pour son substrat. Et s'il est diminué, cela reflète que l'enzyme a une forte affinité pour son substrat. Donc imaginez ici, pour comprendre cela, imaginez que vous avez deux situations, deux cas. Donc deux courbes. La première courbe, le Km, il est petit. Et la deuxième courbe, vous avez le Km qui est élevé ici par exemple. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour le premier cas, pour la première enzyme, il nous a suffi d'un petit nombre de substrats pour atteindre la moitié de la vitesse maximale. Ça veut dire que pour une petite quantité du substrat, l'enzyme est capable de se lier au substrat et d'atteindre rapidement la moitié de la vitesse maximale. Par contre, dans le deuxième cas, si vous avez par exemple la Km ici, cela veut dire qu'il vous faut une concentration de substrat qui est plus grande pour justement atteindre la même vitesse initiale ou bien la moitié de la vitesse maximale. Donc ici, une petite quantité en substrat vous suffit pour atteindre
une vitesse initiale qui est égale à la vitesse maximale divisée par 2, alors que dans le deuxième cas, le Km sera beaucoup plus grand, ça veut dire qu'il vous faut une grande quantité en substrat pour atteindre la même vitesse initiale qui est égale à la vitesse maximale divisée par 2. Donc dans le premier cas où le Km il est petit, l'affinité de l'enzyme est tellement grande que une petite quantité en substrat suffit pour atteindre la moitié de la vitesse maximale, alors que dans le deuxième cas, donc l'affinité elle est faible, donc il vous faut une grande quantité de substrat pour atteindre la même vitesse initiale. Donc c'est ce qui définit justement le Km. Maintenant, ce Km là, certes, il représente la concentration en substrat qui vous donne la Vmax divisée par 2, mais il représente aussi la constante d'équilibre de cette réaction-là, ou bien de la réaction de dissociation de l'enzyme enzyme-substrat en enzyme libre, substrat libre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est égal à quoi? Il est égal au rapport de deux constantes de vitesse, ça veut dire K-1 divisé par K1. Il est égal aussi au rapport des concentrations de l'enzyme libre fois de l'enzyme substrat divisé par le complexe enzyme-substrat à l'état d'équilibre. C'est ce qui signifie, c'est ce qui représente la constante d'équilibre de cette réaction-là dans le sens inverse de la dissociation du complexe enzyme-substrat. Et c'est pour ça que le Km, il est dit constante de Michaelis-Menten, il est appelé aussi constante de dissociation du complexe enzyme-substrat. Donc le Km, il représente donc deux choses. Il représente certes la concentration de substrat qui va vous donner la moitié de la vitesse maximale, mais il représente aussi donc la constante de dissociation du complexe ES, donc tout simplement la constante d'équilibre de cette réaction-là. Donc souvenez-vous, le début du cours, les prérequis dont on a parlé, et on a parlé des constantes d'équilibre des réactions réversibles, donc il faut revenir au début du cours pour comprendre cela. Donc puisque le Km représente la constante d'équilibre de cette réaction-là de dissociation du complexe enzyme-substrat, cela veut dire qu'à l'état d'équilibre, si vous avez un Km qui est élevé, donc vous avez beaucoup plus d'enzymes libres et de substrats libres que d'enzymes et de substrats liés, donc sous forme de complexe. Cela veut dire que vous avez une affinité qui est faible. Par contre, si vous avez un Km qui est diminué, cela veut dire que à l'état d'équilibre, vous avez beaucoup plus de complexes liés d'enzymes et de substrats que d'enzymes et de substrats libres. Cela veut dire que l'enzyme a plus tendance à reconnaître et à se lier à son substrat, donc vous avez une grande affinité. Voilà, donc jusqu'ici, nous avons vu deux constantes cinétiques qui sont la Vmax et le Km. Vmax, la vitesse initiale maximale, et le Km, qui représente aussi la constante de dissociation du complexe enzyme-substrat, représente l'affinité de l'enzyme pour son substrat. Maintenant, nous allons voir une troisième constante cinétique, c'est la constante catalytique, ou bien le turnover number. Cette constante catalytique-là représente quoi? Le nombre maximum de molécules de substrat transformées par seconde par molécule d'enzyme. Donc ici, avec cette constante-là, on va chercher à savoir chaque molécule d'enzyme, combien nous catalyse, combien nous donne de produits par unité de temps par seconde. Donc ici, on cherche à savoir l'activité ou bien la catalyse d'une molécule d'enzyme. Donc tout simplement, cette constante catalytique, naturellement, elle est égale donc à la vitesse maximale divisée par la concentration en enzyme. Donc la Vmax ici qu'on a calculé tout à l'heure, c'est la vitesse initiale qui est atteinte lorsque la concentration substrat elle est au maximum. Donc ça veut dire lorsque l'enzyme travaille à son maximum, lorsqu'elle est saturée en substrat, mais elle est atteinte à une concentration donnée d'enzyme. Donc maintenant, si on cherche à savoir chaque molécule d'enzyme, combien elle nous fait, combien elle nous catalyse, donc il suffit de diviser la vitesse maximale par la concentration en enzyme. Donc la vitesse maximale, elle est atteinte pour une certaine concentration en enzyme. Si maintenant on veut savoir chaque molécule dans l'enzyme, combien elle nous catalyse, il suffit de diviser la vitesse maximale par la concentration en enzyme, et à ce moment-là, on aura notre constante catalytique, donc l'unité est seconde puissance moins 1. On prend l'exemple de l'anhydrase carbonique, qui est l'une des enzymes les plus rapides. Cette anhydrase carbonique a une constante catalytique qui est égale à 10 puissance 6 par seconde, ou bien 10 puissance 6 secondes moins 1. Cela signifie que chaque molécule d'anhydrase carbonique est capable de produire 1 million de bicarbonates par seconde. Donc vous voyez que c'est très 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 grand. Donc l'anhydrase carbonique, on va dire qu'elle a une grande constante catalytique. Donc maintenant on arrive à une autre constante cinétique qui est la constante de spécificité, ou bien l'efficacité catalytique. Il faut savoir que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, donc la vitesse maximale, le Km et la constante catalytique, certes ils peuvent nous donner une idée sur les performances de l'enzyme, mais ils ne peuvent pas nous refléter avec exactitude l'efficacité catalytique. En effet, si on prend par exemple la constante catalytique,
Donc il se peut qu'une enzyme peut avoir une grande constante catalytique, ça veut dire une catalyse qui est élevée, mais elle aura une moindre affinité pour son substrat. Et à ce moment-là, même si l'enzyme a une grande catalyse, mais puisqu'elle a une faible affinité pour son substrat, on va dire que l'enzyme n'a pas une grande efficacité. Donc pour justement exprimer cette efficacité d'une manière objective, il nous faut une autre constante cinétique qui est la constante de spécificité, qui doit inclure dans son calcul non seulement la constante catalytique, ça veut dire la catalyse enzymatique, mais aussi le Km qui représente l'affinité de l'enzyme. Donc la constante catalytique, comme je viens de le dire, n'est pas suffisante à elle seule pour refléter l'efficacité catalytique d'une enzyme. Donc l'enzyme peut avoir, donc, comme je vous ai dit, une catalyse qui est élevée, mais une faible affinité pour son substrat. Donc ça veut dire une faible efficacité au final. Donc il faut calculer cette efficacité catalytique pour justement avoir un reflet exact sur l'efficacité de l'enzyme. L'efficacité catalytique, ou bien la constante de spécificité, est égale à quoi? Elle est égale à la constante de catalyse, ou bien la constante catalytique, divisée par le Km. Donc la constante catalytique, ce qu'on vient de voir juste avant, divisée par le Km. Donc vous voyez ici, cette constante de spécificité ou l'efficacité catalytique inclut dans le calcul et la constante catalytique, donc la catalyse, la vitesse de catalyse, et le Km, donc l'affinité. Et l'unité de cette constante de spécificité, elle est donc mol puissance moins 1 fois seconde puissance moins 1. Donc si on voit ce tableau-là, donc il va confirmer ce qu'on vient de dire. Donc si on prend par exemple l'acétylcholinestérase et on la compare avec une autre enzyme qui est l'anhydrase carbonique, et qu'on compare leurs constantes catalytiques, donc vous voyez que les deux enzymes ont des constantes catalytiques qui sont très différentes. Nous voyons que l'anhydrase carbonique a une constante catalytique qui est beaucoup plus supérieure que celle de l'acétylcholinestérase. Ça veut dire que la vitesse de catalyse de cette anhydrase carbonique est beaucoup plus élevée que celle de l'acétylcholinestérase. Donc au premier abord, comme ça, vous allez dire que l'anhydrase carbonique est beaucoup plus efficace que l'acétylcholinestérase. Mais on n'en est rien de ça, parce que tout simplement, si on voit le Km ici, donc vous voyez que l'anhydrase carbonique a un Km qui est beaucoup plus élevé que celui de l'acétylcholinestérase. Ça veut dire que l'anhydrase carbonique a une affinité qui est beaucoup plus faible par rapport au CO2 que l'acétylcholinestérase par rapport à l'acétylcholine. Donc malgré que l'anhydrase carbonique a une constante catalytique qui est élevée, l'affinité médiocre va justement faire abaisser son efficacité enzymatique. Donc, et effectivement, si on compare maintenant les constantes de spécificité, donc on va voir que malgré une constante catalytique élevée dans l'anhydrase carbonique, la constante de spécificité de l'acétylcholinestérase est beaucoup plus élevée que celle de l'anhydrase carbonique, parce que tout simplement, le Km ici est beaucoup plus petit que celui de l'anhydrase carbonique. Donc vous voyez ici, pour comparer l'efficacité des enzymes entre elles, il faut comparer l'efficacité catalytique ou bien la constante de spécificité au lieu de comparer les constantes catalytiques et les Km. Alors maintenant, si on veut déterminer avec exactitude, donc si on veut calculer la Vmax et le Km d'une enzyme donnée, comment est-ce qu'on va faire? On va essayer de les déterminer bien évidemment. Graphiquement, ça a l'air d'être plus facile. Vous allez me dire que c'est quelque chose de facile. On peut utiliser la représentation de Michaelis-Menten et à partir de là, on va aller vers le plateau. On extrapole sur l'axe des ordonnées et on aura notre Vmax, puis après, si on a notre Vmax, on divise sur 2 et on aura notre Km. En réalité, la représentation hyperbolique de Michaelis-Menten ne permet pas de calculer avec exactitude la Vmax et le Km, tout simplement parce que le plateau ici, de la vitesse maximale, n'est jamais atteint. Donc il faut une concentration dans l'infini en substrat pour atteindre le plateau, donc chose qui est impossible. Donc la détermination de Km et de Vmax ne peut pas se faire avec exactitude à partir de la représentation de Michaelis-Menten. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut linéariser la courbe. Donc il faut transformer cette courbe qui est hyperbolique en une droite, et cela grâce à la représentation en double inverse de Lineweaver et Burke. Qu'est-ce que ça veut dire Lineweaver et Burke? Donc au lieu de faire la relation qui lie la vitesse initiale en fonction du substrat, on va transformer cette fonction-là, cette formule-là, en une représentation du rapport 1 sur VI en fonction de 1 sur substrat. C'est ce qu'on appelle la représentation inverse de Lineweaver et Burke. Donc on va dire qu'on va linéariser la courbe de Michaelis-Menten. En faisant cela, donc on va transformer la courbe hyperbolique de la vitesse initiale en fonction du substrat en une droite qui représente 1 sur vitesse initiale en fonction de 1 sur la concentration du substrat.
Donc, comme si on a transformé cette formule-là en cette formule-là. Donc, au lieu d'exprimer vitesse initiale en fonction du substrat, on va exprimer 1 sur vitesse en fonction de 1 sur substrat. Et vous voyez qu'en faisant cela, cette formule-là, elle est sous forme de AX plus B. Y est égal à AX plus B. Donc, nous avons 1 sur vitesse initiale est égal à Km divisé par Vmax fois 1 sur substrat plus 1 sur Vmax. Km sur Vmax représente donc la pente de la droite et 1 sur Vmax représente donc l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. En faisant cela, donc il sera facile pour nous de déterminer exactement les points. Par exemple, ici, on pourra déterminer la Vmax. Donc, puisque ce point-là correspond à 1 sur Vmax, donc en calculant ce point-là, on pourra déterminer la Vmax. Et en faisant la pente de la courbe, on pourra déterminer le Km à partir de la Vmax. L'intersection de la droite avec l'axe des abscisses représente moins 1 sur Km. Donc c'est grâce à cette représentation de Lineweaver-Eber qu'on pourra déterminer avec exactitude les constantes cinétiques Vmax et Km de l'enzyme. Passons maintenant à un troisième chapitre du cours qui est l'action des inhibiteurs chimiques sur la réaction enzymatique. Vous vous rappelez, au début, lorsque nous avons vu les différents modes de régulation enzymatique, nous avons dit que parmi les régulations intrinsèques, il existait des inhibiteurs chimiques qui interféraient dans les réactions enzymatiques. Donc on va essayer de comprendre cela et de déterminer les différents types d'inhibiteurs qui existent. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un inhibiteur chimique? Donc les inhibiteurs sont des molécules qui sont diverses, qui viennent interférer avec l'une des étapes de la catalyse, soit lors de la reconnaissance du substrat ou bien au cours de la catalyse enzymatique. Donc, ces inhibiteurs-là sont généralement des analogues de substrat. Ça veut dire qu'ils ont une structure tridimensionnelle qui est un petit peu similaire à celle du substrat. Ces inhibiteurs-là trouvent leur application en pharmacologie. En effet, certains médicaments sont représentés par des inhibiteurs qui viennent inhiber spécifiquement un processus enzymatique. On prend l'exemple de certains anticancéreux. Ces inhibiteurs peuvent aussi être utilisés pour étudier la cinétique enzymatique et la structure des enzymes. On distingue deux types d'inhibiteurs chimiques. La classe des inhibiteurs chimiques réversibles, l'association de ces inhibiteurs avec l'enzyme est non covalente et l'inhibition, elle est non définitive. Ça veut dire que l'activité de l'enzyme peut être retrouvée après suppression de l'inhibiteur. De l'autre côté, vous avez les inhibiteurs irréversibles qui s'associent à l'enzyme d'une manière covalente et définitive, et l'inhibition est à ce moment-là progressive et définitive. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas être annulée. Ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est les inhibiteurs réversibles. Les inhibiteurs réversibles sont à leur tour classés selon leur mode d'action en trois catégories. Les inhibiteurs compétitifs, les non compétitifs et les inhibiteurs incompétitifs. On commence par les inhibiteurs compétitifs. C'est ce type d'inhibition qui est rencontré le plus fréquemment. Ça veut dire que les inhibiteurs compétitifs sont les plus abondants. Donc, la structure de ces inhibiteurs compétitifs est très similaire à celle des substrats. Ça veut dire qu'ils ont une structure qui est analogue au substrat. Comme leur nom l'indique, ces inhibiteurs, dans leur mode d'action, ils vont entrer en compétition pour le même site de liaison sur l'enzyme. Ça veut dire que l'inhibiteur va entrer en compétition avec le substrat pour le même site de liaison sur l'enzyme ou bien le site catalytique de l'enzyme. Vous voyez ici, vous avez votre enzyme qui reconnaît normalement son substrat, mais en présence de l'inhibiteur qui a une structure, vous voyez, qui est analogue au substrat, il va venir entrer en compétition. Donc l'affinité de l'enzyme pour son substrat va se retrouver diminuée. Voilà, ça c'est la réaction générale d'une réaction enzymatique. Donc vous avez l'enzyme libre qui va se lier au substrat libre pour donner un complexe enzyme-substrat. Donc là, lorsqu'il n'y a pas d'inhibiteur. Et nous avons dit que la constante de dissociation, c'était le Km. Mais maintenant, si vous rajoutez un inhibiteur avec une certaine constante de dissociation Ki de l'inhibiteur, vous voyez une partie de l'enzyme est déviée. Donc comme si que l'équilibre de cette réaction-là va être orienté dans ce sens-là. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le Km et on va diminuer l'affinité de l'enzyme pour son substrat. Donc de la même manière que vous avez de ce côté-là un Km qui représente la constante de dissociation de l'enzyme pour son substrat, vous avez de ce côté-là la constante Ki qui est la constante de dissociation de l'enzyme par rapport à l'inhibiteur. Donc, puisque nous avons dit que l'équilibre sera déplacé ici, donc le Km sera naturellement augmenté
Donc l'affinité de l'enzyme pour son substrat sera diminuée. Donc grosso modo, pour faire simple, les inhibiteurs compétitifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter le Km, ils ne vont pas changer la Vmax, donc ils vont simplement augmenter le Km, donc diminuer l'affinité de l'enzyme pour son substrat. À ce moment-là, le nouveau Km sera égal à l'ancien Km fois ce facteur-là, qui est égal à 1 plus la concentration de l'inhibiteur divisé par la constante de dissociation de l'inhibiteur. Donc comme si on a multiplié le Km fois un facteur, donc on l'a élevé, et à ce moment-là, donc on a diminué l'affinité de l'enzyme en rajoutant un inhibiteur compétitif. Si on transforme donc la représentation de Lineweaver et Burke, donc ça c'est l'ancienne formule sans inhibiteur, donc qui représente la droite bleue. Si on ajoute un inhibiteur compétitif, à ce moment-là, donc on doit remplacer le Km avec le nouveau Km. Donc nous avons dit que le nouveau Km en présence d'inhibiteur est égal à l'ancien Km fois le facteur 1 plus inhibiteur divisé par Ki. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir votre couple qui va se décaler. Donc la vitesse maximale ne va pas être changée, et de ce fait-là, le point ici va rester constant, ne va pas être changé. Par contre, puisque nous avons modifié le Km, la pente de la droite va être modifiée et on aura une élévation de la droite, donc un décalage de la droite. On prend l'exemple de la réaction qui est catalysée par la succinate déshydrogénase, qui transforme le succinate en fumarate. Cette succinate déshydrogénase a comme inhibiteur compétitif le malonate ou bien l'oxaloacétate qui vont venir interférer avec le succinate. Donc, ils vont entrer en compétition avec le succinate sur le site d'action de la succinate déshydrogénase. Et à ce moment-là, ils vont diminuer son affinité pour le succinate. On passe maintenant à la deuxième catégorie des inhibiteurs qui est les inhibiteurs non compétitifs purs. Ces inhibiteurs-là n'entrent pas en compétition avec le substrat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'analogie de structure avec le substrat. Donc les inhibiteurs viennent se fixer sur l'enzyme ou au complexe ES d'une manière indépendante sur un site qui est différent du site de fixation du substrat. Ça veut dire que ces inhibiteurs non compétitifs ne se fixent pas sur le site de reconnaissance du substrat, mais ils viennent se fixer sur un autre site sur l'enzyme qui est indépendant du substrat. Donc ils peuvent se fixer sur l'enzyme libre ou bien ils peuvent se fixer sur le complexe enzyme-substrat d'une manière indépendante. Donc vous voyez ici votre enzyme, vous voyez ici votre substrat qui est le A, qui vient se fixer ici sur le site catalytique. Et vous voyez votre inhibiteur qui se fixe sur un autre site qui est différent du site catalytique. Donc il va se fixer ici, donc indépendamment du site catalytique. Donc vous voyez ici la réaction générale de la réaction enzymatique. Donc si on rajoute l'inhibiteur, donc l'inhibiteur va venir se fixer soit sur l'enzyme libre, soit sur le complexe enzyme-substrat. Donc on aura l'équilibre de cette réaction-là, donc l'équilibre de la formation du complexe enzyme-substrat, qui ne sera pas influencé par l'inhibiteur, pour la simple raison qu'il se lie à l'enzyme indépendamment du site de reconnaissance du substrat. Donc vous voyez ici que le Ki, nous avons de la même manière que les inhibiteurs compétitifs, une constante de dissociation de l'inhibiteur par rapport à son enzyme, qui est égale soit E fois S divisé par EI, ou bien ES divisé par le complexe complet ESI. Et vous avez aussi le Km qui lui aussi est égal à E fois S divisé par ES, ou bien EI fois S divisé par ESI. Donc vous êtes d'accord avec moi que ici, puisque l'équilibre de la première réaction de la formation du complexe enzyme-substrat n'a pas été modifié, puisque l'inhibiteur se fixe sur un site qui est autre que le site de fixation du substrat, donc l'affinité de l'enzyme pour son substrat n'est pas changée. Donc il n'y a pas de modification du Km, donc il n'y a pas de modification de l'affinité. Donc le Km, après ajout d'inhibiteur non compétitif pur, restera inchangé. Par contre, la Vmax sera modifiée, diminuée. Ça veut dire que ces inhibiteurs non compétitifs ne viennent pas entraver la fixation bien la reconnaissance du substrat, mais plutôt ils viennent gêner la catalyse, donc en diminuant la vitesse maximale. À ce moment-là, la nouvelle Vmax va être égale à l'ancienne Vmax, divisé par le même facteur que tout à l'heure, donc divisé par 1 plus la concentration de l'inhibiteur divisé par la constante de dissociation de l'inhibiteur. Donc si on transforme maintenant la représentation en double inverse de Lineweaver et Burke, donc on doit modifier ici non pas le K1 mais plutôt la Vmax. Donc on doit remplacer la Vmax avec la nouvelle Vmax. Donc on obtient cette formule-là où on a remplacé l'ancienne Vmax avec la nouvelle Vmax qui est égale à la Vmax sans inhibiteur divisé par le facteur 1 plus I divisé par Ki. Et graphiquement, on aura cette représentation-là. Donc,
le point ici d'intersection avec l'axe des abscisses ne va pas être changé. Par contre, la pente des droites va être changée et le point d'intersection avec l'axe des ordonnées va être changé. Donc en rouge ici, c'est sans inhibiteur non compétitif. Par la suite, si on ajoute un inhibiteur non compétitif, on aura un décalage des droites de plus en plus en fonction de la concentration de l'inhibiteur. Maintenant, on passe à la troisième catégorie des inhibiteurs qui est les inhibiteurs incompétitifs. L'inhibiteur incompétitif, contrairement aux deux autres inhibiteurs, ne se fixe jamais à l'enzyme libre, mais seulement au complexe enzyme-substrat et empêche la formation des produits. Ça veut dire que ces inhibiteurs-là ne reconnaissent pas l'enzyme, mais plutôt reconnaissent l'enzyme-substrat, le complexe enzyme-substrat. Ils vont venir se fixer seulement sur le complexe enzyme-substrat de telle manière à entraver la catalyse enzymatique. Donc la liaison du substrat sur l'enzyme entraîne une modification de l'enzyme, révélant un site de fixation pour l'inhibiteur. Donc l'inhibiteur ne reconnaît l'enzyme qu'après fixation du substrat, tout simplement parce que le substrat, en se liant à l'enzyme, va créer un site de fixation de l'inhibiteur. Par la suite, une fois l'inhibiteur fixé sur le complexe enzyme-substrat, il va en quelque sorte bloquer la réaction catalytique, il va bloquer l'enzyme de telle manière à ce que la catalyse ne se fasse plus facile. Voyez, ici vous avez votre enzyme, l'enzyme va reconnaître le substrat au niveau du site catalytique, et ce n'est qu'après fixation du substrat que va venir se fixer l'inhibiteur sur le complexe enzyme-substrat. Donc de cette manière-là, l'inhibiteur ne va pas se fixer ici, mais plutôt ici, au niveau du complexe enzyme-substrat, de telle manière à ce qu'il renforce en quelque sorte le complexe enzyme-substrat. Donc vous allez avoir un décalage de cette réaction-là, de formation du complexe enzyme-substrat, dans ce sens-là. Donc comme si cet inhibiteur-là va venir renforcer la reconnaissance du substrat par l'enzyme. Donc il va, en quelque sorte, diminuer la constante de dissociation Km de l'enzyme substrat. Donc il va augmenter l'affinité de l'enzyme substrat. Donc vous aurez de la même manière la constante de dissociation de l'inhibiteur qui est égale à ce moment-là à ES fois inhibiteur divisé par ESI. Et vous aurez votre Km qui est égal à enzyme libre substrat libre divisé par le complexe enzyme substrat. Mais puisque maintenant cet inhibiteur incompétitif vient se fixer et renforcer le complexe enzyme substrat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc diminuer le Km et augmenter l'affinité de l'enzyme, mais en même temps, puisqu'il entrave la réaction catalytique, donc il va diminuer la Vmax. Donc grosso modo, les inhibiteurs incompétitifs vont diminuer le Km, donc ils augmentent l'affinité et ils diminuent la Vmax. Donc la nouvelle Vmax, de la même manière que les non compétitifs, va être égale à l'ancienne Vmax divisée par le même facteur 1 plus I divisé par Ki, et le nouveau Km sera égal à Km divisé par le même facteur 1 plus I divisé par Ki. Donc ici, la Vmax va être diminuée et le Km va être aussi diminué, donc l'affinité va être augmentée. Donc de la même manière, on va remplacer sur la représentation double inverse l'ancien Km et l'ancienne Vmax, et on aura cette formule-là, et on obtient ces droites-là. Donc ici, c'est sans inhibiteur, et ici, c'est avec des concentrations d'inhibiteurs croissantes. Donc les droites vont être parallèles à l'ancienne droite sans inhibiteur, tout simplement pourquoi? Parce que le rapport K1 Vmax, donc la pente ici, puisque vous allez multiplier et diviser par le même facteur, va se retrouver inchangé. Par contre, les points d'intersection avec l'axe des abscisses des ordonnées vont être changés, tout simplement parce que le Km et le Vmax vont être modifiés. Donc ici, dans les inhibiteurs incompétitifs, la pente ne va pas être changée, parce que nous avons divisé par le facteur et multiplié par le facteur, donc les droites vont être parallèles avec la droite sans inhibiteur. Et plus vous rajoutez l'inhibiteur, plus vous aurez un décalage vers le haut des droites. On arrive maintenant à un deuxième mode de régulation des enzymes, c'est la régulation allostérique. Il faut savoir que cette régulation allostérique, c'est la plus importante de toutes les régulations, parce que c'est la régulation qui vient souvent, qu'on retrouve souvent dans les voies métaboliques. Donc nos voies métaboliques qui se déroulent dans notre corps sont régulées le plus souvent par allostérie. Définition, qu'est-ce que c'est que l'allostérie? L'allostérie, c'est un changement de conformation, ou bien la variation de conformation d'une enzyme suite à une fixation d'un effecteur E sur un site qui est autre que le site catalytique. Donc les enzymes allostériques possèdent des sites allostériques sur lesquels peuvent venir se fixer des effecteurs allostériques, et la fixation de ces effecteurs allostériques va induire un changement de conformation spatiale et tridimensionnelle de l'enzyme, et ce changement-là va aboutir à une modification de l'aptitude à catalyser les réactions. Ça veut dire qu'il va y avoir une modification des constantes cinétiques de l'enzyme suite à la fixation de cet effecteur allostérique.
On va dire qu'il y a un basculement entre deux états, un état T inactif et un état R actif. Donc l'effecteur allostérique va induire le basculement vers l'un ou un autre état. Donc il peut être soit activateur, soit inhibiteur. Donc il peut basculer vers un état inactif, T, ou bien il peut basculer vers un état R actif. Chose importante à connaître aussi que l'allostérie ne concerne que les protéines de structure quaternaire. Ça veut dire que l'allostérie ne peut pas fonctionner si l'enzyme a une structure tertiaire. Il est obligatoire que l'enzyme possède une structure quaternaire pour qu'elle soit allostérique. Vous voyez ici, donc vous avez votre enzyme, vous avez ici le site actif de liaison au substrat, et vous avez ici, dans un endroit différent, le site allostérique qui est responsable de la fixation des effecteurs ou bien des ligands allostériques. La fixation de cet effecteur allostérique va venir modifier la structure conformationnelle de l'enzyme de telle manière à modifier ses constantes cinétiques et de modifier la catalyse. Si on s'intéresse maintenant aux caractéristiques générales d'une manière simple et simplifiée des enzymes allostériques, donc tout d'abord, comme on vient de le dire, les enzymes allostériques doivent contenir au minimum 2 unités, ça veut dire qu'elles doivent adopter une structure quaternaire. Elles possèdent ces enzymes-là en plus du site catalytique, un site allostérique qui est responsable de l'allostérie. La fixation de l'effecteur, comme on l'a su, donc va induire un changement de conformation tridimensionnelle dans l'enzyme, d'accord, de telle manière à modifier les constantes cinétiques et modifier la catalyse enzymatique. Ces enzymes-là peuvent être soit inhibées, soit activées suite à la fixation de l'effecteur. Donc l'effecteur allostérique peut être activateur ou bien inhibiteur. Il faut savoir aussi que ces enzymes-là jouent un rôle important dans la régulation des voies métaboliques. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le mode de régulation allostérique, c'est le mode de régulation qui est le plus important parce qu'on le retrouve souvent et de manière récurrente dans la régulation des voies métaboliques enzymatiques. On prend l'exemple par exemple de la phosphofructokinase qui est régulée par allostérie. Chose importante aussi à connaître, c'est que ces enzymes-là, puisqu'elles ont un phénomène de coopérativité qu'on va voir tout de suite après, ne suivent pas la cinétique standard michaélienne. Ça veut dire que si on doit représenter la vitesse initiale de ces enzymes-là en fonction du substrat, nous n'allons pas obtenir une hyperbole, mais plutôt une courbe sigmoïde. On va voir tout cela par la suite. Donc ici, les enzymes allostériques, dans leur cinétique, ne suivent pas une cinétique michaélienne, elles ont leur propre cinétique sigmoïde. Justement, on va parler de ce phénomène de coopérativité. Qu'est-ce que c'est que la coopérativité? La coopérativité, c'est l'interaction des différentes sous-unités, justement, de l'enzyme, qui a une structure quaternaire. Lorsqu'une unité change de conformation, les autres unités suivent la première unité, elles changent elles aussi de conformation. Comme s'il y a une communication, une coopérativité entre les unités. Si l'une des unités change de conformation, automatiquement, les autres unités vont suivre. C'est le phénomène de coopérativité. Donc, les sous-unités de l'enzyme n'agissent pas d'une manière indépendante, l'une par rapport à l'autre, mais elles montrent une certaine coopérativité. Donc voilà, vous avez votre structure quaternaire d'une enzyme allostérique. Si on active une des sous-unités, donc le passage d'un état T vers un état R, les autres unités automatiquement vont suivre, elles aussi vont basculer vers un autre mode, donc de l'état T vers l'état R. Donc ça, c'est le phénomène de coopérativité. Et ce phénomène de coopérativité, il faut savoir qu'il fonctionne dans les deux sens, dans l'activation ou bien dans l'inhibition. Par exemple, si une des sous-unités est activée, les autres sous-unités, automatiquement, elles vont être activées. De la même manière, si une unité est inhibée, les autres sous-unités aussi vont être inhibées à leur tour d'une manière coopérative. Et c'est cet effet de coopérativité qui fait que les enzymes allostériques ne suivent pas une cinétique mécanienne, mais plutôt leur propre cinétique. Donc cette coopérativité se manifeste lors de la représentation des courbes de vitesse initiale en fonction du substrat par des formes sigmoïdes et non pas hyperboliques comme on l'avait vu dans la cinétique michaélienne. Donc voilà, donc ça c'est une courbe vitesse initiale en fonction du substrat. Donc ce qui est en violet, c'est un comportement michaélien, ce que nous avons vu tout à l'heure, et ça c'est un comportement sigmoïdal, là où il y a l'effet d'allostérie de coopérativité. Donc vous voyez que la courbe a une forme de sigmoïde et non pas hyperbolique. Donc comme si que les premières molécules du substrat se fixent difficilement, mais qu'une fois fixées, elles favorisent la fixation des autres molécules suivantes. Donc ça, c'est le phénomène de coopérativité. Donc naturellement, puisque nous ne sommes plus dans la cinétique michaélienne,
on parle plus de K1, mais plutôt de K1/2, ou bien la concentration du substrat qui donne la moitié de la vitesse maximale. Et ce K1/2 n'est plus constant de Michaelis-Menten. Dans cet effet de coopérativité, il faut savoir qu'il existe encore d'autres effets. Le premier, c'est l'effet homotrope. Qu'est-ce que c'est qu'un effet homotrope? Donc, l'effet homotrope, c'est défini par le changement conformationnel de l'enzyme suite à la fixation du substrat lui-même sur le site allosérique. C'est-à-dire que ici, le substrat lui-même est en même temps substrat et un effecteur allosérique. Ça veut dire que l'effet allosérique est porté par le substrat lui-même. Donc, s'il y a une augmentation de l'affinité pour le substrat suite à la fixation du substrat, donc ça veut dire si la fixation du substrat induit une augmentation de l'affinité, ça veut dire une activation. On parle d'effet homotrope positif. Donc, la fixation du substrat entraîne la fixation d'autres molécules de substrat sur les autres sous-unités. Donc ici, analogie à l'appétit vient en mangeant. Si, au contraire, la fixation du substrat va engendrer la diminution de l'affinité pour le substrat, on va parler d'effet homotrope négatif. Donc la fixation du substrat inhibe la liaison d'autres molécules de substrat sur les autres sous-unités. Donc analogie à la soif. Donc la soif s'en va en buvant. Le deuxième effet de coopérativité, c'est l'effet hétérotrope. Contrairement à l'effet homotrope, cet effet hétérotrope se définit par le changement de conformation suite à la fixation sur l'enzyme d'un effecteur qui est différent du substrat. Ces molécules sont appelées effecteurs allosériques E. Donc, si il y aura augmentation de l'affinité pour le substrat après fixation de l'effecteur, donc on parle d'effet hétérotrope positif. Donc, la fixation de l'effecteur entraîne la fixation du substrat sur la sous-unité, qui à son tour va stimuler les autres sous-unités et qui va augmenter la fixation du substrat sur les autres sous-unités. Si par contre la fixation de l'effecteur allosérique entraîne une diminution de l'affinité ou bien une inhibition, on parle d'effet hétérotrope négatif, et ici c'est le contraire. Donc l'effecteur allosérique, c'est un effecteur allosérique négatif, inhibiteur. Il inhibe la fixation du substrat sur la sous-unité qui va engendrer à son tour l'inhibition de la fixation du substrat sur les autres sous-unités. Donc voilà, ce sont les effets de la coopérativité. Donc on récapitule, donc dans l'effet de coopérativité, vous avez les effets homotropes, lorsque le substrat fait office aussi d'un régulateur allosérique, et vous avez les hétérotropes lorsque le substrat et l'effecteur allosérique sont différents. Dans la régulation allosérique, il existe quelque chose qui est très important, c'est la rétroinhibition. Donc on l'a dit plusieurs fois, la régulation allosérique, c'est la principale voie de régulation des voies métaboliques, des enzymes qui interviennent dans les voies métaboliques de notre corps. Et la rétroinhibition, donc, c'est un moyen que dispose la cellule pour justement moduler la synthèse ou la dégradation d'un composé en fonction de sa concentration et de permettre d'adapter le métabolisme aux besoins cellulaires du moment. Donc imaginez que vous avez une voie métabolique, cette voie métabolique va aboutir à la synthèse d'un composé. Donc ce composé-là final qui est issu de cette voie métabolique va être un effecteur allosérique à la première réaction qui entre en jeu dans la voie métabolique, de telle manière à ce que la cellule adapte la voie métabolique aux besoins de ce composé-là. Si vous avez beaucoup de composés qui ont été formés, donc généralement, naturellement, la voie métabolique doit être inhibée. Donc ce composé-là va venir inhiber la première réaction d'engagement de la voie métabolique. Si par contre vous avez peu de composés, donc la voie métabolique va être activée. Donc c'est pour ça que généralement, les derniers composés, les composés finaux des voies métaboliques sont généralement des rétro-inhibiteurs. Donc ce sont des inhibiteurs allosériques qui vont venir inhiber la première réaction de la voie métabolique. Donc voilà, donc la rétroinhibition ou bien le feedback permet d'ajuster les niveaux de fonctionnement des enzymes allosériques impliqués dans une voie métabolique afin de prévenir une surproduction de métabolites ou bien d'énergie d'une manière inutile. Donc comme je viens de le dire, la rétroinhibition se fait généralement sur la première réaction d'engagement d'une voie métabolique donnée, et le dernier produit de la voie métabolique, c'est lui l'effecteur de cette régulation-là. Donc ça veut dire que le produit de la voie métabolique, c'est lui qui va exercer la rétroinhibition par allosérie sur la première enzyme qui est responsable de la catalyse de la première réaction de la voie métabolique. Donc, généralement, le produit d'une réaction enzymatique, c'est un inhibiteur allosérique de l'enzyme, et le substrat de l'enzyme, généralement, c'est un activateur allosérique. Donc, dans chaque enzyme, pour chaque enzyme, les substrats, généralement, sont des activateurs allosériques, et les produits, que ce soit le produit direct de l'enzyme ou bien le produit à la fin de la voie métabolique, sont généralement
des inhibiteurs allostériques de l'enzyme. Donc, dans une voie métabolique donnée, tout ce qui vient en amont de l'enzyme, tous les composés qui sont en amont de l'enzyme, ce sont des activateurs généralement, et tout ce qui est en aval de l'enzyme, ce sont des inhibiteurs allostériques. Donc, on va essayer de comprendre mieux en prenant cet exemple-là. Cet exemple-là, c'est la voie de la production du CTP ou bien de l'acétylène triphosphate, un nucléotide pyrimidé. Donc, vous voyez ici, la première réaction, elle est catalysée par cette enzyme-là, qui est l'aspartate carbamoyl transférase. Cette enzyme-là, elle est allostérique. Elle catalyse la première réaction de formation de l'acide N-carbamoyl aspartique à partir du carbamoyl phosphate et de l'acide aspartique. Ça, c'est la première réaction enzymatique de cette voie complète. Vous voyez ici qu'il y a après plusieurs réactions enzymatiques. Vous voyez que le dernier produit, qui est le CTP, ce CTP-là est lui-même un inhibiteur allostérique de la première réaction enzymatique. De telle manière à ce que, s'il n'y a pas beaucoup de CTP, donc la voie métabolique doit être activée. Donc, s'il n'y a pas de CTP, il n'y a pas d'inhibiteur allostérique, et à ce moment-là, la voie va se faire. Par contre, si la voie a produit beaucoup de CTP, à ce moment-là, il est inutile d'encore activer la voie, donc il faut qu'elle soit régulée, il faut qu'elle soit freinée. Donc le CTP qui a été produit en excès va venir inhiber, freiner la première réaction, donc il va venir freiner allostériquement la première enzyme. Donc c'est ce qu'on appelle la rétro-inhibition. Donc la rétro-inhibition, c'est un moyen que dispose la cellule pour ajuster les voies métaboliques aux besoins cellulaires du moment en produit de cette voie métabolique. Voilà donc, on arrive à la fin de notre cours l'enzymologie. Donc j'ai essayé de faciliter et de simplifier au maximum. J'espère que vous avez compris. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions directement en commentaire sur la chaîne ou bien me contacter par mail. Je vous répondrai avec plaisir dans les plus brefs délais et je vous souhaite bon courage pour la suite. À bientôt.